Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Metro News. Voici les principaux faits qui ont marqué la journée de ce mardi 10 février 2026. Quelques jours après la fin du mandat du CPT, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé est déjà au centre des débats. Le leader du parti Unir, Clarence Renoy, met en doute son indépendance vis-à-vis de la communauté internationale et réclame la création d'un organe de contrôle pour garantir la transparence de son action. Haïti continue de figurer parmi les pays les plus mal classés au monde en matière de perception de la corruption. Selon l'indice de perception de la corruption publié ce mardi, le pays obtient un score de 16 sur 100, un résultat inchangé depuis 2024. Également à la une, les États-Unis ont annoncé un renforcement de leur soutien à Haïti avec un financement additionnel de 16 millions de dollars destiné à un programme de résilience et de sécurité alimentaire en cours. Ce programme sera mis en œuvre par l'organisation Catholic Relief Services. Bienvenue au développement des titres de l'actualité. Quelques jours après avoir été investis de l'ensemble du pouvoir exécutif, de nombreux acteurs politiques se prononcent sur la gouvernance du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. Pour Clarence Renoy, leader du parti Unir, Alix Didier Fils-Aimé doit prouver qu'il n'est pas une marionnette de la communauté internationale, cherchant à combler un déficit de légitimité. Le responsable politique dit notamment souhaiter la mise en place d'un organe de contrôle de l'action gouvernementale afin de démontrer la bonne foi de l'actuel chef de l'exécutif. Clarence Renoy est avec nous en visioconférence. Monsieur Clarence Renoy, bonsoir, merci infiniment d'être avec nous. Bonsoir Rose Berlin, c'est un plaisir de répondre à votre invitation et d'être sur Metro News, sur Métropole. C'est un plaisir. Pour nous également. Alors, plus d'un estime aujourd'hui que ce transfert du pouvoir exécutif au Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé est la preuve que cette classe politique que nous avons aujourd'hui est échouée. Lorsque nous savons également que le Conseil présidentiel de transition était né d'un très très large consensus, est-ce également votre point de vue aujourd'hui, Monsieur Renoy? C'est difficile de dire le contraire parce que le bilan est là, Madame Rose Berlin. Le bilan est là et on ne peut pas effacer ce bilan catastrophique quand même d'un conseil présidentiel de transition composé d'autant de personnalités et de partis politiques est échoué aussi lamentablement et piteusement. Mais vous savez, on est en politique et aujourd'hui, je prends un peu de recul pour dire, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Qu'est-ce qui s'est passé aussi d'ailleurs avec le CPT? J'ai l'impression qu'il y a des choses en profondeur dans la gestion d'Haïti que nous ignorons ou que nous ne maîtrisons pas bien. Il y a beaucoup de bonne volonté, certaines fois, de certaines personnes qui arrivent au pouvoir, mais qui finissent par échouer, justement, dans leur mission. Et regardez le pays depuis tant d'années d'indépendance et de gestion haïtienne, de la chose haïtienne. Les présidents se sont succédés au pouvoir, les premiers ministres également. Mais pourquoi tous ont échoué? Donc, il y a un problème, à mon avis, qu'il faut analyser en profondeur dans cette société pour essayer de comprendre, non pas regarder l'échec d'un président, d'un premier ministre de manière directe pour dire « Ah, celui-ci, il n'est pas bon, celui-là, il était… » Mais il y a un problème haïtien. Je crois que là, ça demande une étude profonde de notre société, anthropologiquement, sociologiquement, culturellement, politiquement, pour comprendre le mal profond dans lequel ce pays est ancré et qu'il est tellement difficile de le retirer. C'est vrai, pour me résumer et ne pas fuir la question, le CPT a échoué, mais j'aurais bien aimé comprendre pourquoi des gens qui, en apparence, peuvent être des gens honnêtes, des gens expérimentés, puissent aussi échouer aussi lamentablement. Alors, je pose encore la question, je n'ai pas la réponse, sincèrement. Alors, vous l'aviez dit effectivement, vous avez l'impression que la bonne volonté, elle est là. Est-ce que vous avez au moins des pistes de solutions où peut bien être ce problème, justement? Oui, voilà, la bonne volonté ne suffit pas pour diriger Haïti. Il y a d'autres valeurs à trouver. Et l'une de ces valeurs, c'est le patriotisme, Madame Rose Berlin. Il faut trouver de vrais patriotes. Des gens qui soient capables de diriger, non pas en pensant à eux-mêmes, à leur avenir personnel et à leur famille politique,
mais en pensant au pays. Quel est le sacrifice réel que je peux faire qui puisse aider mon pays à grandir, à sortir de ce sous-développement, de cette instabilité chronique, de ces crises économiques, de sécurité et autres. Et ça a Donc, été moi, le je suis en train discours du d'étudier ça. CPT. Ça a été le Pardon? discours des membres du CPT, justement. C'est ça le problème. Oui, mais on n'a pas trouvé cette fibre patriotique qui pourrait peut-être, vous voyez, donner un élan à la gouvernance d'Haïti. Et je ne le dis pas uniquement pour le CPT, mais pour les autres aussi qui sont passés avant et qui viendront après. Il nous faut retrouver cette âme patriotique qui nous motive à agir en faveur d'Haïti au-delà de nos intérêts personnels, en dehors de nos intérêts personnels, mais regarder l'intérêt d'Haïti. Sortir Haïti de ce chaos, de ce bourbier, de ces crises interminables. Donc il faut cette âme patriotique. Ce n'est pas une seule personne qui doit l'avoir. Mais dans la société, dans l'ensemble des secteurs, il faut réunir ces bonnes volontés, la bonne foi des gens, mais aussi retrouver l'intérêt patriotique dans chaque action que nous allons prendre, dans chaque mesure que nous allons prendre pour ce pays. Et c'est ce qui nous permettra d'emmener la majorité de la population avec nous pour sortir Haïti de cette situation difficile. Parce que c'est lamentable, c'est triste de constater à chaque fois qu'on doit recommencer avec les mêmes questions, En avec effet. les mêmes problèmes. En effet. Alors, évoquons à présent la gouvernance du Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé. La question aujourd'hui, devrait-on continuer avec le Premier ministre seul ou est-ce que le Premier ministre devrait entreprendre des discussions avec des partis, des structures politiques pour justement arriver, aboutir à un exécutif bicéphale? Parce que, comme l'a si bien dit le Premier ministre lors de son adresse à la nation samedi, il va aller vers des élections. Est-ce qu'il doit y aller seul ou avec un exécutif bicéphale? Si on se base sur les expériences passées avec le Premier ministre Ariel Henry, avec un président de la République aussi, d'ailleurs, ça pourrait être un président, et avec l'expérience du CPT, je ne pense pas qu'on puisse répondre à cette question de manière simpliste. C'est plus compliqué que ça. Le Premier ministre est là, c'est un fait. C'est un Premier ministre de facto. C'est-à-dire, et on ne l'avait pas voulu, on ne l'aurait pas voulu, mais les Américains l'ont voulu, la communauté internationale a dit oui, c'est ce Premier ministre qu'il nous faut, donc il est là, par défaut, et de fait, il est là. Qu'est-ce qu'il faut en faire? Moi, je crois qu'il a acquis une expérience quand même, au cours de ces 13-14 mois de gestion avec le CPT. Le bilan du CPT est son bilan aussi, mais il a acquis une expérience. S'il est là par la force des choses, il faut voir comment l'encadrer, j'espère qu'il le voudra bien lui-même, comment l'encadrer pour arriver à la mission principale, qui est la mission d'un gouvernement, que ce gouvernement soit un gouvernement bicéphale ou monocéphale, la sécurité et les élections. À partir de ce moment, ma réponse est la suivante. Il y a un trop gros risque à laisser Alexis Fils-Aimé seul, mais il y a aussi un risque à l'embarrasser d'un gouvernement composé de dirigeants de partis politiques, etc., qui viendront chacun tirer leur part du gâteau. Il faut éviter ça. Donc, l'essentiel aurait été d'avoir une équipe technique, de techniciens qui l'accompagnent dans un gouvernement réduit, mais avec une feuille de route qui dit où il va, et cette feuille de route serait établie de concert avec les partis politiques qui doivent aller aux élections, avec ceux qui attendent les élections pour normaliser la vie politique dans le pays. Cela dit, la classe politique, les éléments de la classe politique, ceux qui sont potables, acceptables, si vous voulez, doivent pouvoir, et dans un élan patriotique justement, pour ne pas le laisser seul, parce que le risque de le laisser seul est trop grand, qu'il devienne un dictateur, parce qu'il se croit appuyé par la communauté internationale, donc il peut tout faire, mais qu'il y ait au moins une instance de contrôle de l'action du gouvernement, pour ne pas laisser l'impression à M. Alexis Didier Fils-Aimé qu'il est tout puissant, qu'il peut tout faire, qu'il n'a aucune opposition en face, qu'il n'y a aucun contre-pouvoir, il n'y a pas de parlement, il n'y a rien, donc il peut agir comme bon lui semble. C'est un trop gros risque pour le pays. Un trop gros risque aussi pour les élections. On ne peut pas le laisser organiser les élections seul sans qu'il y ait une transparence dans l'organisation des élections qui soit à la satisfaction aussi des partis politiques et des candidats qui vont y participer. Parce qu'il s'agit, Madame Rose Berlin, ça il faut le noter, non pas de laisser le Premier ministre diriger parce qu'il a le soutien de la communauté internationale, parce qu'il y va aussi de la dignité du pays,
de la souveraineté du pays. Même si c'est un petit quart de souveraineté, de dignité, nous devons préserver ça pour dire, écoutez, il y a une couche de légitimité nationale qui accompagne le Premier ministre dans la gestion pour arriver aux élections. Alors, M. Clarence Renoy, comme dernière question, vous l'avez dit lors de votre intervention, la communauté internationale a voulu que le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé dirige ce pays. D'ailleurs, la communauté internationale s'est exprimée publiquement à ce sujet. Est-ce qu'après la réussite ou l'échec du Premier ministre Fils-Aimé, est-ce qu'elle sera attribuée à la communauté internationale ou à la classe politique? Ce n'est pas à la classe politique ni à la communauté internationale, mais à Haïti. Si Alix Didier Fils-Aimé réussit comme Premier ministre, seul ou accompagné, seul ou avec de préférence, il est préférable qu'il ait un accord haïtien qui l'accompagne, ça sera à l'avantage d'Haïti. Mais s'il échoue aussi, c'est contre Haïti. Ce n'est pas la communauté internationale. Et pourquoi la laisser décider justement dans ce cas? Pourquoi la laisser décider justement dans ce cas, si vous en êtes conscient? Eh bien, écoutez, la communauté internationale est puissante, est influente en Haïti, on le sait. Et il n'y a personne qui peut... Moi, je regarde une audition aujourd'hui au Sénat américain de l'ambassadeur des États-Unis. Je me dis, mais c'est là que se prennent les décisions sur le dos d'Haïti. Je n'ai pas vu d'Haïtiens. J'ai vu des Américains parler d'Haïti, de l'aide humanitaire, du couloir humanitaire à créer, des forces qui vont venir avec des explications, etc. Mais où est Haïti dans tout ça? Je ne vois pas d'Haïtiens qui défendent l'intérêt d'Haïti. Maintenant, je me dis qu'en toute bonne foi, on constate que les étrangers décident, la communauté internationale prenne des décisions sur Haïti, mais il faut un accompagnement des Haïtiens là-dedans. Et je crois qu'il faut exiger à la communauté internationale de traiter notre pays avec beaucoup plus de dignité, notre peuple avec beaucoup plus de dignité. Vous pouvez nous aider, vous pouvez nous accompagner, mais pas diriger à notre place. Il faut que les Haïtiens se le disent eux-mêmes aussi. Il n'est pas question d'aller se battre avec Alix Didier Fils-Aimé parce qu'il est appuyé par la communauté internationale, mais il faut se battre avec lui pour lui dire, écoutez, ne soyez pas l'objet, le sujet de la communauté internationale, le valet de la communauté internationale, mais un Haïtien qui se trouve à un moment historique à une position et qui doit montrer son sens patriotique pour diriger en faveur d'Haïti. Monsieur Clarence Renoy, merci infiniment. C'était un plaisir, Mme Osberlin. Merci encore. Voilà donc l'analyse du leader du parti UNIR, Clarence Renoy. Il était l'invité de Métro News ce soir. Merci de votre fidélité à Métro News. Le directeur général AI de la police nationale, André Jonas Vladimir Paraison, a annoncé le lancement de nouvelles opérations de sécurité baptisées Opération Sans Camper lors d'une réunion de commandement tenue le 9 février, selon la direction de communication de l'institution policière. Cette réunion s'est déroulée en présence des directeurs départementaux de l'OS, des responsables d'unités spécialisées, ainsi que des commissaires et d'inspecteurs. Des membres du haut commandement de la PNH et le commandant de la force de répression des gangs, l'inspecteur général Godfrey Otungue, y ont également pris part. Selon la police, ces opérations visent à démanteler les gangs armés, à libérer les routes nationales et à rétablir l'autorité de l'État. M. Paraison en a profité pour évaluer les opérations en cours et a relevé des avancées dans plusieurs zones, notamment à Croix-des-Bouquets, Tabar, Arcaillet et le centre-ville de Port-au-Prince. Toujours dans ce chapitre, quelques 400 policiers sur un effectif total de plus de 6 000 mènent l'essentiel des combats contre les gangs sur le terrain, alors que ces derniers sont estimés à plus de 12 000 membres, dont environ 3 000 lourdement armés et équipés. Cette déclaration a été faite par le chargé d'affaires américain Henry Rooster lors de son audition devant le Congrès américain ce mardi 10 février. Le diplomate a toutefois souligné que des progrès ont été réalisés ces derniers mois grâce à la task force du gouvernement haïtien, ainsi qu'au soutien de la force de répression des gangs à la police nationale. Henry Rooster précise également que les premières unités de la FRG seront déployées d'ici le mois d'avril, tandis que les opérations de ratissage se poursuivront afin de stabiliser le pays. Plus de détails avec Garbijan.
Il s'agissait pour le diplomate de rendre des comptes au Sénat américain concernant la politique de l'administration Trump en Haïti. Henry Rooster a présenté la situation politique 72 heures après la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition, les facteurs qui déstabilisent Haïti, les menaces, l'organisation de l'État, l'économie et surtout les réponses américaines. D'abord, l'objectif premier des États-Unis, souligne-t-il, est la stabilité afin de stopper la migration illégale des Haïtiens et éviter l'effondrement de l'État. Les gangs constituent la menace immédiate à cet égard. Leur effectif est estimé à environ 12 000 individus, dont 3 000 sont bien armés et dangereux, alors que de l'autre côté, la police nationale ne compte que 6 000 agents. Pourtant, seuls 400 d'entre eux sont mobilisés directement sur le front, ajoute le chargé d'affaires. Entre-temps, 15 pays ont déjà promis un total de 11 000 personnels pour la force de répression des gangs, dont les premières unités doivent arriver en avril. D'ici mai, les opérations de ratissage commenceront à Port-au-Prince, a-t-il affirmé. Rooster salue le soutien du Congrès américain à l'armée haïtienne en autorisant une aide en armement. Une armée entraînée, équipée et moderne est la clé dont Haïti a besoin, dit-il. Mais pour Henry Rooster, une fois que les armes se seront tues dans le pays, il faudra que l'économie soit bien en place. Les gens doivent croire qu'ils auront de quoi chausser leurs enfants et un toit par-dessus leur tête, dit-il. S'ils ne pensent pas que ce sera possible, on reviendra à la case départ. Ils décideront de rejoindre les gangs ou ils prendront des bateaux pour gagner les États-Unis, a-t-il affirmé. Quant au contrat entre Vectus Global, une société militaire américaine, et l'État haïtien, le diplomate dit n'avoir aucune influence dans ce domaine, affirmant qu'il s'agit ni plus ni moins d'un sujet qui concerne les dirigeants haïtiens. Toutefois, il a signalé que l'usage de drones kamikazes par ces mercenaires a apporté un avantage dans la lutte contre les gangs sur le terrain. Ces drones ont déjà tué plus de 559 personnes, dont 11 enfants, selon le sénateur Chris Murphy, qui semblait être préoccupé par la réputation des États-Unis à ce sujet. Comme annoncé en titre, les États-Unis ont annoncé un renforcement significatif de leur soutien à Haïti avec un financement additionnel de 16 millions de dollars destiné à un programme de résilience et de sécurité alimentaire. Ce programme sera mis en œuvre par l'organisation Catholic Relief Services. L'information a été rendue publique ce mardi sur la page Facebook officielle de l'ambassade des États-Unis en Haïti. Selon la communication de l'ambassade, ce financement permettra aux communautés du Nord-Est et du Sud de continuer à bénéficier d'une assistance jugée essentielle pour renforcer leur résilience face aux défis alimentaires et économiques. Autre dossier, Haïti continue de figurer parmi les pays les plus mal classés au monde en matière de perception de la corruption. Selon l'indice de perception de la corruption, IPC, publié ce mardi, le pays obtient un score de 16 sur 100, un résultat inchangé depuis 2024, confirmant la persistance de pratiques corruptives au sein de l'appareil d'État. La structure rappelle que la lutte contre la corruption repose sur des réformes structurelles, des poursuites judiciaires effectives et un engagement politique clair au plus haut niveau. En l'absence de progrès visible, le constat demeure inchangé pour Haïti. Pour refermer la page nationale de Metro News, les entreprises spécialisées dans le traitement et la distribution d'eau potable disposent d'un délai de 22 jours pour se conformer aux recommandations du ministère du Commerce et de l'Industrie. Dans le but d'améliorer la qualité de l'eau destinée à la consommation, l'assistant directeur à la direction du service de contrôle de la qualité et de la protection du consommateur a fait cette déclaration à l'issue d'une première rencontre tenue ce mardi avec plusieurs fournisseurs d'eau présents sur le marché. Parmi les recommandations figure l'obligation pour les approvisionneurs de procéder régulièrement à des analyses bactériologiques dans un laboratoire reconnu afin de détecter toute anomalie et de prendre les mesures correctives nécessaires. C'est un compte-rendu signé Ritier Fortuné et Claude Désir. Il nous était formellement interdit d'assister à cette rencontre entre les cadres du ministère du Commerce et les distributeurs d'eau traitée. Cette réunion, qui a duré plus de 2 heures, se déroulait dans le local exigu du MCI, occupé par l'institution depuis son repli du centre-ville. 6 fournisseurs ont pris part à la première séance, soit 2 de moins que ceux ayant fait l'objet de l'étude et ayant abouti aux conclusions accablantes. S'il s'est avéré impossible de recueillir les propos des producteurs d'eau, c'est l'assistant directeur du service du contrôle et de la qualité du ministère du Commerce qui a présenté un compte-rendu de la rencontre.
Donc, jeudi, nous avons une rencontre effectivement avec fournisseurs. En fait, une série de rencontres. Donc, matin, c'était la première rencontre dans la série. Jeudi, nous avons rencontré avec 6 fournisseurs. Donc, qui dans le secteur, fournisseurs qui dans sachet de l'eau, qui dans kiosque de l'eau. Donc, pour nous discuter avec eux des aspects qui étaient révélés par l'étude là. Si dans un premier temps, la rencontre a permis de passer en revue l'étude publiée le 30 janvier dernier concernant la mauvaise qualité des eaux en sachet, embouteillées ou vendues dans les kiosques, le moment le plus important a été la transmission aux fournisseurs des exigences de traitement et de distribution d'eau de boisson sur le marché. Vilver Papito présente brièvement le contenu. Et première recommandation, c'était exiger que toute entreprise qui a question sachet de l'eau, dûment enregistré dans le ministère du Commerce et ont 4 identifications professionnelles. Le ministère du Commerce connaît et connaît qu'il est à quel moment côté pour être capable de faire des interventions. Nous avons fait des exigences sur étiquetage, puisque l'étude a révélé l'entreprise qui a une anomalie en matière d'étiquetage. Nous avons fait exigence sur ça. Nous avons fait exigence sur le type de sachet donc, qui a mis de l'eau. Nous avons fait exigence sur la catégorie sachet, sur l'analyse qui doit être faite sur de l'eau. Il s'agit d'un ensemble de recommandations à respecter par les fournisseurs à court et moyen terme sous peine de voir leur fonctionnement interdit. En plus des mesures exigées par le MCI, les distributeurs d'eau en sachet doivent disposer de certificats d'analyse valables pour les contrôles des autorités sanitaires. Concernant les distributeurs à travers des kiosques, ils doivent garantir que les camions transportant les eaux traitées sont efficacement désinfectés. L'autre catégorie nous connaît qui est très à risque, c'est de l'eau qui va dans le kiosque surtout. Donc, quand les fournisseurs qui étaient là, qui représentent le secteur kiosque, donc qui ont un ensemble de recommandations ministère qui nous ont d'abord c'est responsabiliser par rapport à kiosque. J'en ai constaté dans l'étude là souvent que ça alimenté par plusieurs fournisseurs. Nous tiens à ce que un kiosque lié à un fournisseur pour lorsque nous prenons échantillon de l'eau pour nous connaître à qui fournisseur nous en a fait. Nous faisons des exigences sur conditions de transport de l'eau, donc exigences que nous faisons kiosque avant même que nous livrions de l'eau. Par exemple, assurer que le château est désinfecté et fournisseur dit même il a pris ça en charge. Et désormais, non seulement il y a pour faire désinfection dans le château, nettoyer désinfection avant même qu'il alimenté, mais lorsque vous finissez de faire travail, il y a bon papier qui sont sur des rapports qui sont disponibles dans le kiosque pour connaître qui le travail ça fait. Dans un délai ne dépassant pas 22 jours, les entreprises spécialisées dans le traitement ou la distribution d'eau doivent se conformer au risque de voir leur fonctionnement interdit, prévient Vilver Papito, assistant directeur à la direction du contrôle de qualité et de protection des consommateurs. Nous arrivons au terme de cette édition de Métro News. Avant de partir, le rappel des principaux titres. Quelques jours après la fin du mandat du CPT, le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé est déjà au centre des débats. Le leader du parti Unir, Clarence Renoir, met en doute son indépendance vis-à-vis de la communauté internationale et réclame la création d'un organe de contrôle pour garantir la transparence de son action. Haïti continue de figurer parmi les pays les plus mal classés au monde en matière de perception de la corruption. Selon l'indice de la perception de la corruption publié ce mardi, le pays obtient un score de 16 sur 100, un résultat inchangé depuis 2024. Et puis les États-Unis ont annoncé un renforcement de leur soutien à Haïti avec un financement additionnel de 16 millions de dollars destiné à un programme de résilience et de sécurité alimentaire en cours. Ce programme sera mis en œuvre par l'organisation CRS. Voilà ce qui referme cette édition de Métro News. Merci de votre fidélité. Merci surtout de votre confiance. On se retrouve demain soir. Prenez soin de vous. Bonsoir.